Donc bonjour à tous, merci de votre invitation donc à vous parler un petit peu de maladies osseuses. Donc moi je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin et on voit aussi donc beaucoup de problèmes osseux et notamment secondaires à des maladies comme les maladies du foie. En fait, quand on fait la littérature et qu'on parle de maladies osseuses, on trouve pas souvent le terme ostéoporose, qui est pourtant le titre de la présentation qui avait été donné, et souvent ostéodystrophie hépatique. Alors l'ostéodystrophie, c'est pas de l'ostéoporose, c'est une maladie osseuse qui mélange à la fois de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une diminution de la masse osseuse qui prédispose à faire des fractures pour des faibles traumatismes et dont le diagnostic porte sur l'ostéodensitométrie, examen que vous connaissez. Et l'ostéodystrophie associée de l'ostéoporose est un problème de minéralisation qu'on appelle ostéomalacie ou rachitisme. Et souvent les deux coexistent. Mais chez l'adulte, il est vrai que le tableau clinique est très proche de l'ostéoporose, probablement très différent de chez l'enfant. Les problèmes de minéralisation osseuse type ostéomalacie sont beaucoup plus rares quand les maladies touchent l'adulte. Après se pose la question des maladies de l'enfant qui persistent chez l'adulte, où là le problème osseux n'est probablement pas que de l'ostéoporose. Et en fait, quand on fait une revue de la littérature, ça renvoie toujours chez l'adulte à l'ostéoporose et au risque de fracture. Au titre de la présentation, la prévalence de l'ostéoporose, quand on reprend toutes les études et quelle que soit leur méthodologie au cours des maladies chroniques du foie, pas forcément rares, en tout cas des maladies chroniques du foie, c'est entre 15 et 40%. C'est-à-dire le fait de trouver une densité osseuse basse. Pour ce qui est des fractures, c'est probablement un peu plus bas. C'est entre 10 et 20% de prévalence des fractures. Donc c'est un petit peu plus élevé que ce qui est attendu pour la population, qui en général, l'ostéoporose, vous savez, c'est des femmes âgées et après la ménopause, pas forcément le profil des malades hépatiques. Donc même ce 20% de fractures est plus que ce qui est attendu dans cette tranche d'âge. Le premier message clé, c'est que clairement, quand on voit le profil de sévérité du patient, on voit son profil de sévérité de l'ostéoporose. Il y a vraiment un lien très fort entre avoir une ostéoporose importante et avoir une maladie sévère. Alors ici, dans les études, c'est souvent avec les scores pour la cirrhose. C'est comme ça que c'est reflété. Et plus la cirrhose est avancée, plus la densité osseuse baisse. Donc ça, c'est assez bien connu. L'autre chose, c'est que si on veut aller plus loin dans l'ostéoporose et les maladies hépatiques, en fonction du mécanisme de l'atteinte hépatique, la physiopathologie de l'atteinte osseuse est différente et les conséquences sont différentes. En tout cas, on dit toujours qu'elle est multifactorielle. La cholestase chronique, donc les maladies type cirrhose biliaire primitive ou la cholangite sclérosante, sont très associées du fait de la maladie même à un risque de fragilité osseuse. Après, il y a les traitements qui se surajoutent. L'insuffisance hépatocellulaire importante contribue aussi à augmenter le risque osseux. Les maladies de surcharge, et le meilleur modèle pour nous, c'est l'hémochromatose génétique, où il y a des modèles murins d'ostéoporose. Et après, il y a plein d'éléments qui se surajoutent. L'hypogonadisme des maladies hépatiques, la ménopause, mais rien à voir avec la maladie hépatique, les toxiques, les médicaments, les comorbidités associées. Les médicaments, bien entendu, c'est la cortisone en premier lieu. Et puis, je vous parlerai un peu de transplantation parce que la corticothérapie, même si elle est de plus en plus courte après transplantation, si le patient avait une fragilité osseuse avant, il y a un risque plus important qu'il fasse des fractures. Alors, pour vous illustrer un petit peu les différents aspects de l'ostéoporose en fonction du mécanisme d'atteinte hépatique, les plus belles études, on les a pour les maladies avec cholestase chronique, type cirrhose biliaire primitive. Et vous voyez dans cette étude cas témoins qui compare cirrhose biliaire primitive versus témoins, la prévalence de l'ostéoporose est aux alentours de 30% versus 10% quand c'est des témoins. Et vous voyez que la prévalence des fractures est quand même importante pour une population où la moyenne d'âge était un petit peu inférieure à 50 ans. Alors que normalement, on devrait plutôt être à 5%. Donc, on est à 21%. Donc, il y a vraiment un excès de fractures. C'est en général des fractures de vertèbres ou tassements vertébraux. Et quand on regarde, bien entendu, il y a un effet de l'âge qui est important. Et quand on regarde ce qui est associé au fait d'avoir plus de fractures ou plus de fragilité osseuse quand on a une cirrhose biliaire primitive, il y a le score de sévérité de la maladie, avec le score histologique, bon, les scores, vous connaissez mieux que moi, l'indice de masse corporelle bas et l'âge, mais en tout cas la maladie en soi est associée à des formes plus sévères et ce n'est pas forcément que à travers les traitements.
Ensuite, ce qui est toujours intéressant, vous allez voir que quand on parle de fragilité osseuse, on se demande toujours si c'est un problème d'excès de dégradation de l'os, la résorption, les ostéoclastes, ou un défaut de formation. Et on dit que classiquement, quand on a plutôt une maladie avec une cholestase, ça pourrait être plutôt la formation. Et quand on a une hépatopathie virale, c'est plutôt la résorption. Et en fait, c'est souvent très difficile parce que les marqueurs sanguins dont je vous parlais, ils sont parfois très altérés, même souvent très altérés par la maladie hépatique. Et donc, on a besoin d'études histologiques. Et dans cette étude où il y avait à la fois des cirrhoses biliaires primitives et des cholangites sclérosantes, ces patients étaient greffés. Et au moment de la greffe, on leur faisait un prélèvement, une biopsie osseuse, avec double marquage de la tétracycline, c'est une biopsie osseuse, pour connaître le degré de minéralisation, de formation et de résorption osseuse. Et de façon très surprenante, et alors qu'on ne s'y attendait pas, ils trouvaient un excès de résorption osseuse. Il y avait également un problème de formation osseuse chez des patients qui avaient souvent reçu de la corticothérapie. La corticothérapie déprime très fortement la formation osseuse et la fonction des ostéoblastes, mais on trouvait de la résorption osseuse. Tout ça, c'est pour dire qu'au bout du compte, c'est extrêmement difficile. L'idée derrière, c'est qu'on a des médicaments qui stimulent la formation osseuse, on a des médicaments qui bloquent la résorption osseuse. Est-ce qu'il n'y aurait pas un médicament plus adapté en fonction du type de l'atteinte osseuse de la maladie hépatique? En tout cas, ce type d'étude rend un peu plus complexe ce type d'analyse. L'hémochromatose, alors nous, rhumatologues, on aime bien parce qu'il y a plein de traductions de l'hémochromatose. Un des modes de révélation, parfois même de l'hémochromatose, peut être des fractures. Souvent il y a d'autres signes mais qui étaient passés inaperçus, et donc les fractures et l'ostéoporose est parfois pour le rhumatologue un mode de diagnostic. En tout cas, ça fait partie de notre bilan systématique d'une fracture, par exemple chez des sujets jeunes ou des hommes. On fait une recherche d'hémochromatose. En tout cas, la prévalence de l'ostéoporose dans cette étude est aussi importante. Je vous rappelle qu'on n'est pas du tout dans le contexte post-ménopause et femmes. 25% de prévalence de l'ostéoporose, et très clairement, quand on regardait les facteurs de risque d'avoir une atteinte osseuse, c'est clairement dès qu'il y a un hypogonadisme ou une ménopause, donc l'hypogonadisme secondaire à l'hémochromatose, la diminution de la formation osseuse avec le taux de PAL, les phosphatases alcalines, qui reflètent aussi l'atteinte hépatique, mais aussi sont un marqueur osseux. Il y a des phosphatases alcalines osseuses. Quand on dose les PAL, on dose les deux, on peut demander les PAL osseuses. Et en tout cas, ça peut être un élément. Et puis la surcharge en fer était très clairement dans cette étude associée au fait de trouver une densité osseuse abaissée. Donc c'est un autre mécanisme qui explique aussi, donc par la surcharge en fer, l'atteinte et l'ostéoporose. Et puis, je ne peux pas vous faire tout un topo sur la transplantation. Il y a énormément de données, bien entendu, sur la transplantation. Également sur la transplantation de patients ayant une maladie biliaire ou une cholangite sclérosante chronique. Très clairement, après la transplantation, ça c'est le message que je souhaite vous faire passer, ceux qui perdent de l'os, c'est ceux qui avaient une densité osseuse basse avant la transplantation. Ça c'est vrai même pour le rein. Donc en général, ceux qui vont faire des événements fracturaires après la transplantation, c'était simplement ceux qui avaient déjà l'ostéoporose. Et donc probablement chez ces patients qui sont destinés à être transplantés, la mesure de la densité osseuse est extrêmement importante, pas forcément pour les traiter avant, mais en tout cas pour savoir que lorsqu'ils sont transplantés, qu'il y a possiblement au moins un traitement à faire pour éviter les fractures, puisque les fractures vertébrales, quand je vous parle de fractures, c'est quand même quasiment 8/10 des fractures observées chez les patients avec maladie chronique du foie, sur les fractures vertébrales. Sur le plan physiopathologique, effectivement, dans les mécanismes, tous les papiers, même s'il n'y a quand même pas des publications toujours très récentes, mais il y en a qui doivent être de 2-3 ans, disent que la physiopathologie, elle est complexe. C'est toujours le problème de savoir si c'est un problème de résorption osseuse ou de formation osseuse. Le système RANK et RANK ligand, je pense que vous le connaissez, c'est un système qui active la résorption osseuse, et ce système qui active la résorption osseuse, normalement, il est activé quand il y a des cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha ou l'interleukine 6. Et ce qui pourrait être le cas dans les maladies chroniques du foie, notamment l'interleukine 6. Et donc c'est probablement pour ça qu'on s'est intéressé à savoir s'il existait une augmentation de la résorption osseuse au cours des maladies hépatiques chroniques. En dosant le système RANK, OPG et RANK ligand. Et là, en fait, quand on regarde simplement le rapport OPG RANK ligand, vous voyez que dans les stades où il y avait un Schellbug C, vous voyez qu'il est plutôt augmenté en faveur de l'OPG. Donc c'est-à-dire complètement contradictoire
par rapport à ce qu'on voudrait. Donc il n'y a pas de démonstration là que le rang 40 ligand est plus altéré quand il y a une altération de la fonction hépatique. Néanmoins, les papiers restent quand même sur la participation de la maladie inflammatoire parce qu'il y a des corrélations montrées chez les patients avec maladie chronique du foie entre les taux d'interleukine 6 du récepteur et d'avoir un plus haut taux de rank ligand et des corrélations, mais avec des R moyens pour la densité osseuse. En tout cas, ça reste une des hypothèses. Mais très clairement, ce qu'on retient quand on fait un cours, c'est que les problèmes de maladie chronique du foie sur l'os, c'est un problème de formation osseuse. Le modèle de l'hémochromatose, quand on prenait un modèle de surcharge en fer chez le porc, en fait, on voyait très clairement les dépôts de fer dans les ostéoclastes et les ostéoblastes, dans la matrice, et en histologie osseuse, il y avait une diminution de la formation osseuse. Mais en fait, quand on reprend avec un travail plus récent paru dans Blood sur un modèle murin, c'est un peu plus compliqué. Là, ils étudient l'inflammation, ils étudient le stress oxydatif. Et là, ils montrent très clairement qu'il y a l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, interleukine 6, et le retentissement sur la résorption osseuse, vu en scanner, en micro-scanner, vous voyez, par rapport aux témoins, souris placebo, une altération de la microarchitecture osseuse. Donc même dans l'hémochromatose, qui était le modèle caractéristique pour avoir une diminution de la formation osseuse animale, hein, c'est pas aussi clair. Mais aujourd'hui, quand on discute de l'atteinte osseuse au coma de foie, on dit en fait il y a quand même l'IGF-1, la fibronectine, qui ont un rôle sur la formation osseuse, qui sont probablement impliqués dans la physiopathologie de l'atteinte osseuse. L'IGF-1, normalement, a un rôle positif sur la formation osseuse. À partir du moment où vous avez une diminution du taux d'IGF-1, ici dans cette étude chez les patients qui ont une maladie chronique du foie et une ostéoporose avec un taux d'IGF-1 plus important que ceux qui n'ont qu'une maladie chronique du foie, c'est probablement un des mécanismes pour expliquer la densité osseuse basse au rachis lombaire et au col, et des corrélations quand même assez bonnes entre le taux d'IGF-1 dans le sérum et la densité osseuse mesurée au rachis lombaire chez ces patients. Il y a également des données sur l'effet de la bilirubine sur le remodelage osseux. Vraiment un effet normalement beaucoup plus marqué sur les cultures cellulaires d'ostéoblastes humains, avec une augmentation de l'apoptose des ostéoblastes, mais également, alors bon après il faut connaître un peu le remodelage osseux, une petite action probablement dans ces modèles animaux également sur la résorption osseuse. Mais on considère que le taux de bilirubine, mesuré ici dans cette étude expérimentale, est vraiment très corrélé à la toxicité osseuse sur les ostéoblastes. Alors après, il y avait un papier qui avait évalué l'effet de l'acide urso-désoxycholique sur la masse osseuse sans effet positif. Donc ce n'est pas forcément en faisant chuter le taux de bilirubine qu'on a un effet positif sur l'os. Puis il y a la fibronectine, hein, c'est quand même probablement, donc il y a la fibronectine hépatique et circulante qui a vraiment une action sur la minéralisation. Elle est libérée aussi bien par les cellules du foie que les ostéoblastes pour la fibronectine ostéoblastique, et un effet vraiment très fort sur la minéralisation osseuse. Et donc c'est probablement aussi la voie qui explique la diminution de la formation osseuse au cours de l'atteinte osseuse des maladies chroniques du foie. Et puis il y a la fameuse vitamine D, qui est altérée dans le métabolisme de la vitamine D. Alors à la fois dans les insuffisances hépatocellulaires, ce qui reflète le stock de vitamine D, qui est la 25 OH vitamine D, qui est normalement synthétisée par le foie. Quand vous avez un foie qui ne fonctionne pas, il y a le taux de 25 OH vitamine D dans les formes très sévères est diminué, mais aussi la cholestase avec les sels biliaires empêche l'absorption de la vitamine D. Donc ce sont les deux mécanismes qui expliquent que le taux de vitamine D, plus la maladie hépatique évolue en fonction du score de cirrhose, plus le taux de vitamine D descend. Ça peut rajouter la note ostéomalacique rachitisme liée à la vitamine D à la maladie osseuse. À partir du moment où vous avez des anomalies dans le bilan sanguin sur la calcémie et la phosphatémie. Juste pour faire court, quand vous donnez les études qui montrent que l'effet de la vitamine D sur la masse osseuse dans les maladies chroniques du foie n'ont pas montré d'augmentation de la densité osseuse parce qu'on donne de la vitamine D, c'est possiblement une attitude que vous avez de donner de la vitamine D, et c'est logique compte tenu de la physiopathologie, mais ce n'est pas pour cela qu'il y a un effet bénéfique sur la masse osseuse.
Alors, comment est-ce qu'on évalue le risque osseux des patients adultes ayant une maladie hépatique? La première question très simple à se poser, c'est est-ce qu'il a déjà fait une fracture par fragilité? Fracture de sa hauteur, faible traumatisme. Tous les sites, à part le crâne, les doigts et les orteils, sont potentiellement des fractures ostéoporotiques. Après, il y a les fameux facteurs de risque. Donc, il y a les classiques. Est-ce que dans votre famille, il y a déjà eu des fractures? Est-ce que le patient est maigre? C'est probablement dans toutes les études un facteur qui surajoute à avoir une atteinte osseuse. La ménopause, l'utilisation de la cortisone et puis la sévérité de l'atteinte hépatique est un élément probablement à prendre en compte. Quelques patients que j'ai vus, plus l'atteinte hépatique était sévère, plus la densité osseuse était basse, hein, comme s'il y avait un reflet de la sévérité de la maladie hépatique sur l'atteinte osseuse. La mesure de la densité minérale osseuse par absorptiométrie biphotonique à rayon X, c'est la technique de référence pour faire le diagnostic d'ostéoporose. Si tant est qu'on considère que l'atteinte osseuse chez les adultes est proche de l'ostéoporose et pas d'un problème d'huménisation de type rachitisme. Et quel bilan biologique minimal? Alors, c'est la calcémie, la phosphatémie. La calcémie, souvent, on la corrige sur l'albuminémie, qui peut être basse chez les patients ayant une maladie hépatique, la créatinémie et le dosage minimal, probablement donc la vitamine D, les phosphatases alcalines, mais souvent élevées du fait de l'atteinte hépatique. Et puis la discussion sur la parathormone. Parathormone est probablement à réserver aux rhumatologues, prescription de la parathormone, et notamment quand on discute un traitement anti-ostéoporotique. Mais je dirais calcémie, phosphatémie, vitamine D feront partie du bilan minimal. Le problème, c'est que l'ostéodensitométrie n'est pas remboursée chez les maladies chroniques du foie. Alors on peut trouver des artifices. Bon, un qui n'est pas un artifice, c'est l'antécédent de fracture. Quel que soit l'âge, un antécédent de fracture de faible traumatisme, soit un enfant, une femme ou un homme, à partir du moment que la localisation évoque une fracture et que le mécanisme évoque une fracture non traumatique, ça, c'est remboursé. Et après, c'est des bonnes indications médicales qui ne sont pas forcément les indications de remboursement. Et par contre, c'est remboursé si, dans les mentions, s'il y a un hypogonadisme associé. Donc parfois, quand même, dans les maladies chroniques du foie, de ce que j'en sais, c'est... Alors bon, l'hypogonadisme peut être associé. Chez les femmes ménopausées, il y a un peu plus d'items que chez les non-ménopausés et les hommes. Et puis pour tout le monde, la corticothérapie, à partir du moment où la corticothérapie a excédé 3 mois, en théorie, à la dose de 7,5 mg par jour. Donc ça, c'est une indication remboursée de l'ostéodensitométrie, mais après il y a les très bonnes indications médicales. Hein. Quand l'ostéodensitométrie a été remboursée il y a plus de 10 ans, parce qu'ils avaient tellement peur qu'il y ait une augmentation exponentielle du nombre d'ostéodensitométrie, c'était très restrictif. Bon, c'est pas du tout le cas, hein, puisque c'est un examen qui est de moins en moins réalisé, en tout cas dans les bonnes indications. Alors, souvent un petit piège. Alors bon, c'est pas le courant, mais les patients qui ont de l'acite, ça piège la mesure d'ostéodensitométrie. C'était un très beau travail espagnol, collègue qu'on connaît bien, nous, à Cochin, qui avait très bien montré que quand il y a de l'acide, ça masque en fonction de la quantité. Moins de 4 litres, plus de 4 litres, vous n'avez pas le même résultat. Et ça perturbe beaucoup l'interprétation de la densité osseuse. La densité osseuse, c'est tissu mou, tissu osseux, avec de la double énergie. Donc si dans le tissu mou, il y a autre chose, donc ça mesure que sur le site, normalement, au rachis lombaire, ce que vous voyez ici, beaucoup plus qu'à la hanche, notamment parce que le rachis lombaire est plus impacté par l'acide. Bon, ça, c'est un petit piège, c'était un clin d'œil. Un autre piège, c'est que parfois, vous pouvez voir des papiers où on dit ostéocalcine, il y a des marqueurs du remodelage osseux qui reflètent la dégradation du collagène, comme le CTX, les cross-laps. Bon, c'est des noms que je vous mets comme ça, ostéocalcine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Très clairement, quand on a une maladie hépatique, du fait de la modification du métabolisme hépatique, ces marqueurs sont perturbés. Et donc, en fait, la maladie hépatique les perturbe et ça n'a absolument rien à voir avec la pathologie osseuse. Donc, toutes les études qui avaient essayé de montrer une diminution de la résorption osseuse ou une augmentation de la résorption ou une diminution de la formation osseuse, il y a des résultats à l'échelon d'un groupe. On voit très bien qu'il y a une diminution de la formation osseuse, plus la sévérité augmente. Mais à l'échelon individuel, le problème, c'est qu'il faut que la maladie hépatique soit très bien contrôlée, soit pas sévère. La cortisone ou l'inflammation perturbe également ces marqueurs. Donc au bout du compte, leur usage n'est pas recommandé pour essayer de spécifier si on a une atteinte de la résorption ou de la formation osseuse. Alors, qui traiter ? Donc moi, je sais, j'ai repris les guidelines internationale de la Société de gastro-entérologie. En gros, si j'avais des recommandations à faire du côté rhumatologue, je trouve qu'elles sont pas mal. La première chose, c'est qui
screenés, donc les patients avec maladie chronique du foie, notamment s'ils sont ménopausés ou âgés de plus de 50 ans, l'hypogonadisme associé, la corticothérapie et la fracture de faible traumatisme. C'est vrai que s'il y avait 4 catégories de patients cibles dans toutes les maladies hépatiques chroniques que vous voyez, c'est probablement ceux-là qu'il faudra envoyer le plus vite vers l'ostéodensitométrie. Bien entendu, il y a aussi la situation de la pré-transplantation et en cas de fracture. Et sincèrement, dans cette tranche d'âge, les fractures qui sont observées sont quasi toujours des fractures vertébrales. Donc ça, c'est des indications à faire une ostéodensitométrie. Si elle est basse, il faut référer aux spécialistes des maladies osseuses, c'est ce qu'ils mettent, ou vous mettez vous-même le traitement. À l'époque, en 2003, il n'y avait que les biphosphonates. Aujourd'hui, on a un peu plus de classes. Les seuls qui ont été évalués dans les maladies chroniques du foie sont les biphosphonates, pour lesquels il y a des données, mais on a d'autres traitements anti-résorbeurs. On a des traitements qui stimulent la formation osseuse aussi, mais il n'y a pas d'études avec ces traitements dans les maladies du foie. Et après, soit vous n'avez pas d'ostéoporose, et en gros, on ne traite pas. C'est de la surveillance, refaire une ostéodensitométrie à 2 ans, s'il était dans ces situations-là. Et ensuite, si ça baisse, ou renvoyer au spécialiste. Mais c'est vraiment traiter que cette partie-là, donc ostéoporose et ou fracture, et vraiment envoyer à l'ostéodensitométrie et ou au rhumatologue que les tranches lignes de patients de la première ligne. Alors, tout ça pour vous dire quel est l'effet des traitements dans les maladies. Ce qui a été le plus étudié, c'est la cirrhose biliaire primitive, l'effet des biphosphonates. En gros, ça stabilise la densité osseuse, mais il n'y a jamais eu aucune démonstration d'efficacité antifracturaire de donner des biphosphonates pour prévenir les fractures vertébrales chez des patients ayant une cirrhose biliaire primitive. La seule façon où on peut les retrouver, c'est en regardant les essais de l'ostéoporose cortico-induite, où des patients ont parfois de la corticothérapie. Là, on peut avoir un bénéfice, mais je dirais qu'en dehors de recevoir de la cortisone et donc de traiter, en fait, de prévenir l'ostéoporose liée à la cortisone, dans les autres situations, il n'y a pas de démonstration que les biphosphonates diminuent le risque de fracture. Et quid de la fameuse supplémentation vitamino-calcique que tous les patients, je pense, doivent recevoir. Il faut bien considérer que ce n'est pas un traitement de l'ostéoporose. C'est la base pour maintenir un niveau de remodelage osseux qui est convenable, une densité osseuse, mais absolument, ça ne permettra absolument pas de diminuer le risque de fracture ou d'empêcher la densité osseuse de baisser s'il y a un facteur qui se surajoute. Toutes les études, là par contre il y en a énormément, qui montrent que calcium, vitamine D, ça ne fait même pas bouger la densité osseuse, donc ça ne doit pas être un objectif de suivi quand vous avez des patients en disant votre densité osseuse, elle ne monte pas. Parce que beaucoup de patients considèrent que de recevoir calcium, vitamine D, c'est déjà un traitement. En conclusion, très clairement, ce sont des maladies qui sont associées à un risque de fracture augmenté. Le profil des fractures que l'on voit sont typiquement des fractures ostéoporotiques. Et donc, je pense que chez l'adulte, ce qu'on voit sur le plan osseux, c'est de l'ostéoporose, et de l'ostéoporose cortico-induite. Véritablement, la physiopathologie, moi je considère que sur ce que j'ai lu chez l'adulte, c'est plutôt en faveur d'une diminution de la formation osseuse. Il n'y a pas beaucoup de maladies osseuses, de maladies générales, enfin de maladies qui donnent des ostéoporoses à la diminution de la formation osseuse. L'autre maladie, c'est la cortisone. Toutes les autres causes d'ostéoporose, c'est plutôt à haut niveau de résorption osseuse. Donc c'est une particularité des maladies hépatiques. Et je pense qu'il faut adresser à un spécialiste de maladies osseuses. Bon, en France, c'est le rhumatologue, l'endocrinologue aussi. En cas de fracture, je parle chez l'adulte, en cas de fracture, ça c'est sûr, la fracture sera probablement une indication à traiter, et si le T-score est inférieur à moins de 2,5, et là moi je vous ai remis toutes les molécules qui sont impliquées dans la physiopathologie, vous voyez que la liste est longue, pour expliquer l'atteinte osseuse. Merci de votre attention.